Bonjour à toutes et à tous. Dans de nombreux livres, on peut lire que Schubert est l'inventeur du lied, qui serait d'ailleurs un genre typiquement romantique. Je vous propose dans cette vidéo d'examiner ce lieu commun de l'histoire de la musique et de trier le vrai du faux. Pour chaque période de l'histoire de la musique, on a des genres qui sont natifs, c'est-à-dire qui sont typiques de cette période. On a par exemple l'opéra, qui est vraiment natif de l'époque baroque, on a le motet isorhythmique, qui est représentatif de la fin du Moyen-Âge, ou on a encore le quatuor à cordes, qui est typique de la période classique. On lit souvent qu'il y a deux genres romantiques qui naissent en Allemagne, à savoir la pièce de caractère pour piano et le lied. Dans un ouvrage de Taruskin, on va par exemple trouver, tout comme la pièce de caractère, le lied trouve son origine à Berlin, la capitale prussienne, et une fois encore, cet étrange proto-romantique Carl Philipp Emanuel Bach joue un rôle crucial dans sa naissance. On peut trouver ce même type de formulation dans de nombreux livres depuis le 19e siècle, avec deux assertions principales. La première, c'est que le lied serait un genre romantique, et puis que son origine proche se trouve à Berlin, et on parle même souvent de première et de seconde école de Berlin. On utilise même l'étiquette pré-romantique pour cette genèse du lied romantique. On a même pour ce nouvel objet une date de naissance précise, à savoir le 19 octobre 1814, qui est la date à laquelle on trouve le lied Gretchen am Spinnrad de Schubert. Le préfixe pré devant une période a tendance à relativiser la valeur de cette période. On la voit comme une simple étape vers ce qui doit arriver inexorablement. J'en avais déjà parlé un tout petit peu dans une vidéo sur la périodisation de l'histoire de la musique et je vous y renvoie. Je vous propose d'écouter ce fameux lied de Schubert qui marquerait l'avènement du lied romantique, donc Marguerite au Rouet sur un texte de Goethe. Ça permet également de définir le genre puisque le lied en réalité c'est un poème mis en musique pour une voix et un accompagnement de piano comme vous allez l'entendre ici. L'historiographie traditionnelle propose donc une phase pré-romantique qui a lieu à Berlin avec de nombreuses considérations théoriques qui lient la poésie et la musique. Dans ce cadre-là, on trouve deux grandes figures extrêmement importantes, une dans les années 1750 et une autre un peu plus tardive dans les années 1770. La première figure est celle de Christian Gottfried Krause, qui va, dans un traité de 1752, fixer quelques principes du lied, à savoir l'imitation des chants populaires, ce qu'on appelle le Volkslied, avec l'idée d'avoir une mélodie toute simple, chantée par le chanteur. Dans un second temps, à savoir une génération plus tard, on va trouver Johann Gottfried von Herder, qui, dans un traité sur l'origine des langues, qui date de 1772, va donner une égale importance à chaque langue, à chaque société, à chaque peuple, qui a donc sa propre valeur, sa valeur unique, sa sagesse, sa vérité. Il n'y a donc clairement pas d'universalisme, contrairement à ce qu'on pouvait dire auparavant, et notamment chez Kant. C'est donc le folklore qui est le dépositaire de la sagesse d'une nation. Si cette filiation berlinoise est évidemment importante pour le romantisme musical au XIXe siècle, il faut néanmoins remonter une génération plus tôt et un peu plus haut vers le nord pour avoir un élément fondateur. Le véritable changement de paradigme se trouve plutôt du glissement de la littérature baroque à la littérature néoclassique, et puis dans la musique ça correspond au mouvement qu'on a appelé pré-classique. C'est un penseur actif dans les années 1730 qui va vraiment marquer la nouvelle génération, à savoir Gottsched, et puis par la suite son disciple Scheibe. Ceux-ci vont marquer de leurs textes théoriques la nouvelle poésie qui émerge à Hambourg, à savoir principalement sous la plume de Friedrich von Hagedorn et encore Johann Peter Hud. Il s'agit pour ainsi dire d'une réaction de la nouvelle génération à ce qui existe dans la poésie mise en musique alors, à savoir
le Lied avec basse continue. Le modèle pour ce genre peu connu aujourd'hui se trouve au XVIIe siècle, donc en plein baroque, chez le poète Martin Opitz, dans un traité célèbre qui a fixé les règles de la mise en musique de la poésie allemande. Un des principaux compositeurs de Lieder avec basse continue s'appelle Heinrich Albert. Il a publié 8 collections de Arien, donc d'air, entre 1638 et 1650. Vous voyez ici un exemple d'une page de ces anthologies avec évidemment un texte qui est strophique. Vous voyez ici les 3 strophes sous les portées musicales, et puis vous avez des grandes vocalises virtuoses avec des mélodies très accidentées, peu naturelles on pourrait dire, qui sont typiques de l'écriture vocale baroque qu'on peut trouver également dans les cantates d'église. À côté de Albert, on a quelques noms, notamment Andreas Hammerschmidt ou encore Johann Rist. Vous voyez que la plupart de ces noms sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. Au tout début du XVIIIe siècle, ce genre, donc du Lied avec basse continue, devient de moins en moins populaire et tombe en désuétude. On lui préfère la cantate ou encore l'opéra dans le domaine vocal. C'est justement dans la décennie 1730 que le Lied revient quelque peu sur le devant de la scène avec les nombreux mouvements qui sont des réactions au baroque, tant en musique qu'en littérature. On retrouve donc les figures déjà mentionnées à Hambourg, avec notamment Johann Christoph Gottsched, qui va écrire un traité sur l'art poétique en langue allemande. Pour lui, il s'agit clairement d'éviter le côté artificiel de la poésie baroque en observant la nature et puis en ayant quelque chose qui se rapproche de la simplicité ou de la modestie dans l'expression écrite. Ces préceptes seront suivis par le principal poète de cette époque, qui est Hagedorn, qui va publier en 1742 une grande anthologie qui s'appelle Oden und Lieder, qui va contenir en germe ce qui se fera pour les 3/4 du siècle suivant. C'est véritablement Scheibe, un ami et disciple de Gottsched, qui va définir, mettre par écrit les règles pour appliquer les préceptes de son maître à la mise en musique. Scheibe va consacrer un numéro entier de sa revue hebdomadaire Der Kritische Musicus à l'application des préceptes de son maître à la mise en musique de la nouvelle poésie qui succède donc à la poésie baroque. Un des compositeurs les plus importants actifs dans cette école de Hambourg est probablement Johann Valentin Görner, qui va publier 3 volumes de musique sur des textes de Hagedorn, donc entre 1742 et 1752. On y trouve au total une 70aine de lieder ou de odes, et puis dans la préface de ces volumes, il indique clairement vouloir composer des pièces en fonction de l'atmosphère de chaque texte. Je vous propose d'écouter un lied de Görner qui s'appelle Das Unfehlbar, qui contient 6 strophes comme vous pouvez voir ici. Vous entendrez que les lignes mélodiques sont tout à fait simples et puis qu'on est dans une sorte d'imitation de chansons populaires, de Volkslied. Lässt sich nunmehr zum Schöpfen werden. Sie hat, was reizend stimmen kann. Wie kann es ihm an Stimmen fehlen? Vous avez probablement entendu qu'on est très très loin de ce que pouvaient être les lignes vocales baroques typiques par exemple d'un Johann Sebastian Bach. Il n'y a évidemment pas que à Hambourg qu'on trouve ce type de mise en musique. À Brunswick, on va trouver un autre compositeur extrêmement important dans l'histoire de ce Lied. Il s'agit de Johann Friedrich Greffe. En 1736, Greffe va assembler une collection de 36 lieder avec des mises en musique de lui-même et puis d'un ami musicien, Konrad Friedrich Hurlebusch. Cette première anthologie rencontre un tel succès que 5 autres volumes vont suivre. C'est justement dans les derniers volumes de cette fameuse anthologie qu'on va trouver un nouveau compositeur actif à Berlin dans les années 1750 à la cour de Frédéric II de Prusse. Il s'agit de Carl Philipp Emanuel Bach, un des fils de Johann Sebastian Bach. C'est ici qu'on peut faire le lien avec la première école de Berlin mentionnée en début de vidéo et avec Krause comme théoricien. Comme vous l'avez vu, ces réflexions entre la poésie et la musique sont déjà dans l'air du temps, sont déjà bien à la mode
dans ces années-là. À la suite de la rédaction de son ouvrage théorique, Krause va demander aux compositeurs présents à la cour de fournir des exemples de mise en musique de poèmes inspirés justement de ce fameux Volkslied. On peut citer quelques noms, notamment les frères Johann Gottlieb et Karl Heinrich Graun, mais également Carl Philipp Emanuel Bach, mentionné tout à l'heure, ou encore Marburg, Kirnberger, Agricola ou Quantz. Avec ses compositeurs, Krause va publier de nombreuses anthologies, notamment les deux célèbres volumes datés de 1753 et 55 et intitulés Oden mit Melodie. Vous voyez ici que la main droite du clavier se confond avec la ligne mélodique. En réalité, ça peut être restitué par un pianoforte ou encore par un continuo, à savoir un clavecin. On n'a pas encore toute l'écriture de l'accompagnement qui est totalement spécifiée, comme ce sera le cas plus tard évidemment. Autre série d'anthologies un tout petit peu plus tardives qui sont publiées donc entre 1767 et 68, c'est les 4 volumes intitulés Lieder der Deutschen mit Melodie. Ils contiennent au total 240 lieds. Après la disparition de Krause et de cette première génération de compositeurs, on a dans les années 70 une deuxième génération qui émerge avec la personnalité de Herder qui est un peu le père spirituel de ces nouveaux compositeurs. Herder a un intérêt marqué pour le folklore, pour la richesse des arts populaires. Ça s'incarne chez d'autres poètes, notamment Goethe et Schiller, par un intérêt nouveau pour une forme quasiment disparue qui est donc la ballade. On assiste ainsi à une renaissance du lyrisme, à un ton beaucoup plus émotif dans la poésie. Les sentiments personnels de l'individu sont affectés également par les forces extérieures, ça peut être les forces naturelles, des forces magiques ou encore les forces historiques. L'image la plus évocatrice de ce lien entre le particulier et l'universel se trouve peut-être dans des peintures de Caspar David Friedrich, notamment celle que vous voyez ici, Der Wanderer, où vous avez vraiment cette vision d'un homme seul qui renvoie toutefois à quelque chose d'extrêmement universel que tout le monde peut ressentir. Dans ce dernier quart de siècle, on va avoir énormément de textes et de ballades de Goethe qui seront mis en musique. Un des plus célèbres textes s'intitule Heiden Roselein, qui est publié en 1773 et qui va être mis en musique par un de ses collaborateurs et amis proches qui est Johann Friedrich Reichhardt, un des fameux représentants de cette seconde école de Berlin. Vous voyez ici sur la partition que le piano a désormais 2 portées, donc une portée pour la main gauche, une portée pour la main droite, et puis la voix est placée au-dessus. On a donc évidemment une indépendance du clavier par rapport à la voix. Je vous propose d'écouter le début de cette mise en musique strophique. War so jung und morgenschön, lief schnell es nachzusehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich spreche dich, Röslein auf der Heide. Aux côtés de Reichhardt à Berlin, on trouve un autre grand compositeur extrêmement important de cette époque. Il s'agit de Carl Friedrich Zelter. Je vous propose d'écouter ici une autre ballade célèbre de Goethe qui s'intitule Le roi de Thule. Es war ein König in Thule, Gott treu bis an das Grab. Im Sterben seine Brüder einen goldenen Becher gab. Le genre de la ballade mise en musique devient extrêmement populaire et aux côtés de compositeurs très connus comme Reichhardt ou Zelter, on trouve des centaines et des centaines de compositeurs tout à fait tombés dans l'oubli aujourd'hui qui ont produit des dizaines et des dizaines d'œuvres. Je vous propose d'écouter ici un lead d'une compositrice aujourd'hui tombée dans l'oubli, Corona Schröter, qui a mis en musique pour la première fois la célèbre ballade Le roi des Aunes de Goethe. Cette mise en musique date de 1782 et elle va être suivie par des dizaines d'autres mises en musique sur le même texte, donc notamment une des plus célèbres qui est celle de Schubert.
À la même époque, à Vienne, sont actifs ceux qu'on a appelés les trois grands classiques, à savoir Haydn, Mozart, Beethoven. Ces trois compositeurs sont influencés par ce mouvement du Nord, notamment par les villes de Hambourg et de Brunswick. Le père de Mozart, Léopold, avait d'ailleurs copié dans le livre d'esquisses de son fils 8 leaders qui sont tirés des fameuses collections de Greffe. Durant ce dernier quart du XVIIIe siècle, les formes de lied vont se complexifier, l'accompagnement de piano s'émancipe petit à petit et devient parfois un personnage à part entière ou alors un commentaire émotionnel ou psychologique du texte. Il reste encore à évoquer une immense figure qui va marquer Schubert, en plus des liens évidents avec la deuxième école de Berlin. Il s'agit de Johann Rudolf Zumsteg. Zumsteg est actif quasiment sa vie durant à Stuttgart et il va laisser à peu près 300 leaders. Il planifie une grande anthologie en 7 volumes, Kleine Balladen und Lieder, mais il ne terminera pas son entreprise puisqu'il sera mort avant la fin des derniers volumes. Chez Zumsteg, on trouve déjà véritablement la dramatisation par l'emploi de la tonalité ou de certains accords. On trouve des formes complexes comme des formes d'Urschkomponiert qu'on va retrouver évidemment chez le jeune Schubert. Au XIXe siècle, le genre du lied va connaître une véritable explosion. Si on prend la plage 1736-1799, on a 779 collections qui sont publiées. Et si maintenant on prend uniquement l'année 1826, on a à peu près une centaine de collections qui sont publiées tous les mois. On passe donc d'à peu près une collection par mois pendant 2 tiers de siècle à environ 100 fois plus dans le siècle suivant. Le lied est donc un des genres domestiques pratiqués dans les maisons par excellence, soutenu évidemment par une mode, par un goût très populaire de la poésie. C'est dans ce contexte et dans cet héritage que s'inscrit Schubert. Une dizaine de ses premiers leaders d'ailleurs sont parfaitement modelés sur des mises en musique des mêmes textes par Zumsteg. Pour terminer, je vous propose d'écouter la version de Schubert du Roi de Thulé. Vous verrez qu'on est tout à fait dans l'atmosphère des ballades mises en musique durant les 30-40 dernières années. Den Sternen seine Krone, einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, lehrt in jeden Schmaus, die Augen hingen hinüber, so Schubert va évidemment porter au nu ce genre pour en faire un des principaux du romantisme. Tous les moyens musicaux seront convoqués pour exprimer ce que le texte lui-même ne peut parfois pas exprimer. Toutes ces techniques seront le sujet d'une autre vidéo consacrée spécifiquement au lied romantique. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également soutenir la chaîne en mettant un pouce vers le haut, en laissant un commentaire ou en me soutenant.